les êtres humains. Comme de nombreux chefs africains, la reine Zinga a vendu des prisonniers de guerre aux Portugais. Malheureusement, la traite des esclaves africains est née d'une alliance entre des Européens cupides et les élites africaines. Nzinga vendait des esclaves, d'autres Africains prisonniers de guerre aux Portugais, comme de nombreux monarques africains à cette époque. Mais il s'agissait surtout de se protéger contre les invasions des Portugais. À mesure que le commerce du sucre se développe, la demande en esclaves augmente. Ses anciens partenaires commerciaux se retournent contre elle. Ils veulent désormais asservir son peuple. Au sommet de cette montagne imprenable, elle se prépare à défendre son royaume et son peuple. Elle va affronter les Portugais, mais aussi leurs nouveaux alliés africains. Elle se battait contre des seigneurs de guerre qui tiraient avantage du marché des esclaves. Ils pratiquaient la traite d'êtres humains et ils étaient armés. La reine Zinga est accompagnée de ses sœurs, les princesses Mukambu et Kifunji. Les Ndongo ne sont pas assez nombreux. Ils se font encercler. Les princesses Mukambu et Kifunji sont réduites en esclavage. En 3 siècles, les marchands d'esclaves européens vont déporter 15 millions d'Africains vers le Nouveau Monde. Ces hommes viennent majoritairement d'Afrique centrale. C'est l'une des périodes les plus terribles et les plus tristes de l'histoire moderne, tant pour les Européens que pour les Africains. La reine Zinga parvient à s'échapper. Pendant les 20 années qui vont suivre, jusqu'à sa mort, elle va continuer à se battre et à négocier pour que le royaume de Ndongo ne tombe pas sous le joug portugais. Je trouve fascinant que l'Afrique ait connu une femme aussi puissante que la reine Zinga. Dans l'histoire de l'Afrique, c'est une diplomate très complexe, mais aussi très brillante. Un peu plus de 2 siècles plus tard, l'esclavage est aboli. Et nous sommes libres pour toujours. Mais l'amour de l'humanité pour le sucre a transformé le visage de 2 continents. Aujourd'hui, presque un 5e de la population américaine compte des origines africaines. Aujourd'hui, je reçois Sylvia Serbin, historienne, journaliste et auteure d'un livre sur les reines d'Afrique et de la diaspora. Sylvia Serbin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc journaliste, comme je disais, historienne, auteur donc d'un livre que je vais montrer aux téléspectateurs, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, paru en 2004 aux éditions Sepia. C'est un livre qui a eu énormément de succès. Vous êtes à près de 8000 exemplaires vendus déjà. Vous en êtes à la 4e édition qui vient de sortir sous presse il y a un mois. Ce livre contient 22 portraits d'héroïnes africaines et de la diaspora noire. Il y a des reines, mais pas seulement. Il y a des femmes d'État, de pouvoir. Mais comme on le verra le long des 2 émissions que nous allons faire ensemble, il y a aussi des mères d'hommes
qui sont devenus des héros de l'histoire de leurs États, de leur royaume. Vous avez écrit aussi dans le volume 8 de l'histoire générale de l'Afrique, de l'UNESCO. Vous avez coécrit avec Christophe Mwangi, un autre historien africain, la postface du volume 8. Bienvenue sur le plateau de Devoir de mémoire. Merci, et je suis ravie d'inaugurer cette série d'émissions avec vous. Cette première émission sera consacrée à la reine Nzinga d'Angola. Cette reine a vécu au XVIIe siècle. Qui était Nzinga, reine d'Angola? Alors Nzinga, reine d'Angola, est vraiment un personnage emblématique de l'histoire africaine, parce que au XVIIe siècle, c'était vraiment le seul grand personnage connu en dehors du continent africain déjà à l'époque. Et je crois qu'après elle, personne, aucun homme d'État, aucun grand roi africain n'a eu une telle notoriété. Alors Nzinga était la fille, elle était d'origine royale, puisque son père aussi a été un grand roi. Et à l'époque de son père, ils ont perdu une partie de leur royaume, où a été créée la ville de Luanda, qui a été au moment de la colonisation par les Portugais. Donc, quel était justement ce royaume? Alors, c'était le royaume de Ndongo Matamba. Et donc, il y a une partie, le Ndongo, c'était la façade maritime qui a été conquise par les Portugais, et donc où a été créée la ville de Luanda. Et la résistance s'est organisée avec le frère de Nzinga, qui a pris la succession du père et qui a commencé à guerroyer contre les Portugais pour préserver son royaume. Alors, à quelle époque sommes-nous? On a mentionné tout à l'heure, on a dit que c'était le XVIIe siècle. Donc, quelles sont les années de vie et de mort de cette femme qui est devenue héroïne de l'histoire africaine? Alors, elle est née à la fin parce qu'elle est montée sur le trône en 1624. Hein. On a quelques dates clés comme ça, quelques dates repères. En 1622, ça a eu cette éclatante rencontre avec un gouverneur portugais dont nous allons parler au cours de l'émission. Et donc, elle a dû naître à la fin des années 1500 et quelques, début 1600. Puisqu'elle était assez jeune quand elle est montée sur le trône. Par contre, elle a eu une très longue vie. Elle a eu une très longue vie puisqu'elle est morte en 1663. Comment est-elle parvenue au pouvoir? Parce que dans ce royaume, c'était les hommes qui étaient les rois. Oui, les hommes étaient les rois, mais Nzinga a eu un parcours particulier parce qu'elle a été élevée par son père, qui a dû sentir en elle très tôt qu'elle avait une personnalité de combattante et de chef, une forte personnalité. Donc son père s'est chargé de son éducation, il l'emmenait avec elle à la chasse, elle observait les combats qui se faisaient, et très tôt il lui avait enseigné tout ce qu'il fallait pour devenir un grand chef. Et son frère aîné, qui la jalousait, a été vraiment, qui était un odieux tyran d'ailleurs, avait fait tuer l'enfant unique qu'elle a eu, donc cet enfant avait été assassiné sur les ordres du frère, et elle-même, on lui avait mis des fers rouges dans les parties génitales pour l'empêcher de procréer. Donc c'est une femme qui avait souffert. Et donc au moment opportun, elle n'a pas hésité à se débarrasser de ce frère, puisque c'est à la suite d'un combat contre les Portugais, il s'est retrouvé isolé, et on dit que Nzinga l'avait fait empoisonner pour pouvoir prendre le pouvoir. Vous avez parlé aussi dans ce livre, vraiment, les lumières noires de l'humanité. Parmi ces lumières, il y a des femmes. Hein. Par exemple, cette reine d'Angola qui s'est battue contre la traite négrière. Oui, hein. Nzinga. On a parlé des hommes, mais les femmes aussi. Nzinga est originaire d'Angola, qui est sur la couverture de ce livre-là. Et c'est à dessein. Ainsi que Mme C.J. Walker. Nzinga, donc, qui est en fait le premier homme d'État africain à avoir pensé une stratégie contre la traite négrière. Parce qu'elle a vécu de 1581 à 1663. Elle s'est d'abord opposée aux négriers portugais. Elle a joué les Portugais contre les Hollandais. Et puis elle avait décidé que son royaume, le royaume de Matamba, qui couvre pour l'essentiel l'Angola d'aujourd'hui, parce que l'Angola a des parties donc, qui touchent le Congo, Brazzaville et le Congo-Léopoldville, que tout esclave qui s'échappait et qui rentrait dans son royaume devenait un homme libre. N'est-ce pas? Et dans le quartier de Kinachichi, donc à Luanda, quand j'ai été à Luanda en août 2004, j'ai été donc
m'incliner devant sa statue. C'est une grande héroïne africaine, n'est-ce pas, une grande combattante contre la traite négrière. Et c'est une figure exceptionnelle de l'histoire de l'Afrique. Sa décision a eu des conséquences attendues. Ça a quand même servi à quelque chose. Elle a pu, tout autant qu'elle était vivante, préserver donc l'indépendance de son royaume. Et en faire un asile pour donc les esclaves qui fuyaient, les négriers donc, des pays voisins, mais en jouant intelligemment des contradictions entre les négriers portugais et les négriers hollandais. Justement, il y a deux dates, je pense, vous les avez mentionnées au début, 1622 et puis ensuite 1624. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en 1622, le frère est encore au pouvoir, c'est lui qui dirige le royaume de Matamba, et il envoie Zinga comme ambassadrice, puisqu'elle avait quand même des qualités assez exceptionnelles. Il l'envoie à la rencontre du vice-roi du Portugal, qui était gouverneur de Luanda, afin de négocier un traité pour empêcher le Portugais de continuer à rogner sur le royaume angolais. On va y revenir. Justement, cela veut dire que le Portugal est déjà présent sur le sol, sur les côtes de ce royaume d'Angola. De ce royaume d'Angola. Quand sont-ils venus les Portugais et que font-ils là? Nous sommes au XVIIe siècle. Oui, nous sommes au XVIIe siècle. Alors déjà, vers 1575, le roi du Portugal avait, à l'époque, les explorateurs obtenaient des espèces de décrets royaux qui leur permettaient de s'installer au nom du roi sur les terres qu'ils découvraient. Donc si le bateau s'arrêtait quelque part, ils arrivaient, ils voyaient que c'était des régions où il y avait de l'agriculture, il y avait des richesses, ils se disent, bon tiens, je vais m'installer là, et ça devient une terre de mon pays, en faisant fi des populations africaines qui existaient déjà et qui les accueillaient souvent d'ailleurs avec beaucoup d'hospitalité et qui du jour au lendemain voyaient débarquer des troupes armées pour s'emparer de ces terres. Et donc le Portugal cherche à conquérir ces terres et aussi cherche autre chose. Bien sûr. Pour ces colonies du Nouveau Monde. Bien sûr, parce que déjà l'Angola est un pays très riche, donc j'ai dit une agriculture développée, du commerce, de l'artisanat, des pierres précieuses, des diamants dans la rivière Kwanza qui charriait des pierres et beaucoup d'or. Et en même temps, ces puissances occidentales se sont dit que si on affaiblissait ces pays-là en enlevant leurs hommes les plus valides, c'est-à-dire des hommes et des femmes, pour les envoyer en esclavage, ils seraient moins résistants et à ce moment-là, on pourrait s'emparer plus facilement de leurs terres. Donc c'est ce qui a été fait et Luanda était devenu une plateforme du commerce négrier vers le Brésil notamment. D'accord. Et donc c'est dans ce contexte que Nzinga devient reine d'Angola, de ce royaume de... Exactement. Donc elle devient reine du Matamba, puisque ce qui reste de l'ancien grand royaume de ses pères. Et à ce moment-là, elle va se battre bec et ongle pour protéger et préserver l'intégrité de son territoire contre les avancées portugaises. Et c'est vraiment, c'est une femme extraordinairement habile et on se rendra compte tout au long de son règne par ce quoi elle va passer pour essayer de lutter pied à pied contre les Portugais. Justement, dans le livre que vous avez écrit, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, chez Sepia en 2004, et qui vient d'être réédité. Dans ce livre, dans le portrait que vous consacrez à la reine Nzinga d'Angola, vous citez un certain nombre de ses traits, son habileté politique, son sens de la stratégie militaire. Quelles vont donc être les grandes actions qu'elle va mener sous son règne? Et on sait qu'elle va résister à l'envahisseur portugais, mais va-t-elle y parvenir? Déjà, la première fois, le premier contact avec les Portugais va être tellement marquant que ça va faire le tour des grandes cours d'Europe. Nzinga doit être reçue. Elle arrive dans un grand salon avec toutes les personnalités autour. Et qu'est-ce qu'elle voit? Qu'il y a un fauteuil. Et en face de ce fauteuil, il y a un coussin par terre. Alors, je vais vous montrer peut-être l'image. Et donc, elle, tout de suite, elle se sent vexée et elle estime qu'on n'a pas le droit, qu'elle n'est pas le sujet de ces gens et qu'il n'y a aucune raison que le vice-roi soit assis dans un fauteuil et elle soit par terre. Alors, elle se retourne vers une de ses servantes qui a compris tout de suite, qui vient se mettre à genoux devant elle. Elle s'assoit sur le dos de cette servante et pendant toute la durée de l'entretien, elle reste comme ça alors que toute l'assemblée est offusquée, comment elle a osé faire ça. Et elle dit, l'ambassadrice d'un grand roi mérite de la considération. Et donc, c'était une leçon qu'elle a voulu leur donner. C'est déjà le premier acte de Nzinga. D'accord. Et donc,
avec cette situation-là, elle va résister à l'envahisseur portugais. Il va y avoir des guerres pendant plusieurs décennies, une trentaine d'années. Oui, pendant une trentaine d'années, donc elle va mener ses troupes au combat. Et en plus, elle enverra des espions à Luanda pour observer les mouvements de troupes, savoir quand de nouvelles armes et de nouvelles troupes arrivaient du Portugal, afin de préparer ses troupes. Elle envoyait aussi des militaires espions qui voyaient comment les soldats portugais s'entraînaient, afin qu'elle adapte sa façon de combattre aux Portugais. Et dernière chose, enfin, tous les royaumes alentours, elle a essayé de les organiser dans la résistance pour faire un front commun. Et parce que les Portugais enrôlaient de force des Africains pour combattre, elle envoyait des gens rencontrer ces soldats africains qui étaient bien armés et bien entraînés, et leur proposait des terres et la vie sauve s'ils désertaient l'armée portugaise pour venir rejoindre l'armée angolaise afin de pouvoir renforcer. Donc c'est vraiment une femme qui était moderne. Elle avait appris le portugais parce qu'elle voulait que quand elle parle à ces gens, elle parle en portugais. Elle avait même accepté de se convertir au christianisme. Alors elle avait accepté de se convertir. On a une image de baptême d'ailleurs. Exactement, on a une image de son baptême. Elle avait accepté de se convertir au christianisme en pensant qu'elle serait mieux considérée par les autres puissances occidentales qui prétendaient commercer avec elle et avoir des relations avec elle. Mais quand elle s'est rendue compte que les Occidentaux considéraient des Noirs comme des inférieurs, elle a rejeté le christianisme, elle a repris sa religion animiste, et bien après, à la fin de ses jours, elle est revenue encore au christianisme. Alors ça, c'est une scène qui a été croquée sur le baptême d'Anzinga en 1622, quand elle est allée à Luanda. Merci Sylvia Cerda. Cette histoire est fascinante. Cette reine est une reine qui est devenue effectivement un symbole de la lutte contre l'invasion à l'époque européenne, à travers ici le Portugal, qui était donc la première puissance européenne à mener des campagnes de conquête en fait sur le continent africain. Nous sommes bientôt au terme de notre émission. Quels sont les moments clés de l'histoire de cette reine et pourquoi, comme vous étiez en train de dire, vous parlez de sa modernité, quelle autre leçon on peut tirer aujourd'hui? Vous avez parlé de son effort de rassembler tous les royaumes donc, pour pouvoir être plus fort, pour lutter contre effectivement l'envahisseur portugais, de son sens de la stratégie militaire. Quelle autre qualité donc, a cette reine Anzinga d'Angola? Je pense qu'elle a régné pendant 30 ans. Je pense qu'elle a marqué l'histoire parce que justement, elle était ouverte sur le monde extérieur et elle voulait apprendre de l'extérieur pour être plus forte. Elle voulait apprendre de l'Occident pour avoir les mêmes armes pour la combattre. Elle n'est pas restée figée dans son royaume et dans ses traditions et elle avait du répondant dans ses lettres qu'elle envoyait au roi du Portugal. Elle ne s'est jamais sentie soumise. Donc c'est vraiment une femme qui avait le sens de sa fierté et qui considérait qu'on devait la traiter au même titre que les grands d'Occident. Effectivement. Merci infiniment Sylvia Cerda. Cette histoire est fantastique. Je montre encore aux téléspectateurs votre livre Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, paru aux éditions Sepia en 2004. Mais le livre est toujours en librairie puisque la 4e réédition du livre vient d'être faite et le livre est donc disponible en librairie. Voilà, donc j'étais très heureux de vous recevoir. Le temps ne suffira pas effectivement pour raconter toute l'histoire de la reine Anzinga d'Angola, mais il est important de commencer cette nouvelle émission par une femme, par une héroïne, une résistante, dont le destin va marquer plusieurs siècles de l'histoire africaine, et non seulement de son pays. Merci d'être venu. Sylvia Cerda. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette première émission de Devoir de mémoire consacrée à la reine Anzinga d'Angola, une reine qui a régné donc sur ce territoire du Matamba-Ndongo au XVIIe siècle.